Pour introduire le premier principe de la thermodynamique, je vais partir de choses que vous connaissez déjà, à savoir qu'en mécanique, eh bien, d'un point de vue du traitement énergétique, pour un système donné, on a abouti au fait que la variation d'énergie mécanique est égale au travail de force non conservative, qui est donc une relation qui a été démontrée dans le cadre de notre cours de mécanique. Mais en mécanique, le système qu'on étudie, le système mécanique, ne subit pas d'altération quelle qu'elle soit. Par exemple, sa température ne change pas, ses conditions de pression ne changent pas non plus, voire pas d'altération chimique, pas de changement d'état. Donc en conséquence, quand il y a une modification de la structure du matériau, eh bien, on a vu qu'il faut envisager une variation d'énergie interne pour le matériau. Et si notamment vous avez un corps qui est monophasé et seul dans sa phase, le delta U peut souvent être approximé à mc fois delta T, donc est lié à la variation de température. Ainsi, quand on prend un système qui subit effectivement des modifications structurelles et de surcroît est en interaction mécanique, eh bien, l'énergie mécanique seule ne suffit pas à le décrire d'un point de vue énergétique. L'énergie interne seule ne suffit pas à le décrire d'un point de vue énergétique. On est obligé d'introduire la somme de ces deux grandeurs, énergie mécanique et énergie interne, ce qu'on appelle l'énergie totale, pour pouvoir décrire la quantité d'énergie que stocke, j'insiste bien sur ce vocabulaire, que stocke effectivement le système. Alors si je fais une petite analogie avec par exemple la banque, eh bien à la banque vous pouvez avoir plusieurs stocks d'argent possibles, par exemple avoir un compte courant et puis un compte épargne. Donc dans ce cas-là, la quantité d'argent que vous avez au total correspond à ce que vous avez sur votre compte courant plus ce que vous avez sur votre compte épargne. Et rien ne vous empêche, à quantité d'argent donnée, de faire des transferts d'un compte à un autre et réciproquement, on peut faire assez aisément d'ailleurs maintenant via Internet. Donc là, c'est exactement ce qui peut se passer. Donc quand un système stocke une quantité d'énergie totale donnée, eh bien on peut envisager effectivement que de l'énergie mécanique soit convertie, que le stock d'énergie mécanique baisse pour que le stock d'énergie interne augmente. Donc ça, c'est la première chose que l'on va traiter au cours d'un exemple où le système sera considéré comme étant isolé. Pour ceci, je vais prendre le premier TD où on envisage un véhicule, donc une voiture, en translation, ce sera plus simple, voilà, qui se déplace avec une vitesse V donnée, que j'ai noté ici VI, une vitesse initiale, et puis à partir de t égale 0, on va avoir un freinage. Donc si on va avoir un freinage, il y a nécessairement une décélération, et donc dans l'état final, on va se retrouver avec une voiture à l'arrêt. Il est clair que le stock d'énergie cinétique a baissé. Je suis à égale altitude, donc je ne tiens pas compte de l'énergie potentielle. Et donc, on peut se poser la question, qu'advient-il de cette énergie cinétique? Donc, assez intuitivement, il paraît assez évident, étant donné qu'au niveau des roues, il y a un freinage. Je vous rappelle au passage, enfin, je ne sais pas si je vous le rappelle ou si vous le savez, mais donc pour freiner un véhicule, donc on a un système de disquettes qui bloque les roues, qui par friction, effectivement, va permettre la dissipation de l'énergie cinétique. Et il suffit de se frotter les mains pour se rendre compte que la friction a évidemment une conséquence sur l'augmentation de la température de la zone où s'exerce la friction. Donc là, effectivement, on a nécessairement la température au niveau des freins qui augmente, ce qui implique que l'énergie interne au niveau des freins augmente. Si j'envisage un système qui est globalement isolé,
donc sans interaction avec ce que je vais qualifier d'extérieur. Notamment, je vais négliger les pertes à cause des frottements aérodynamiques. Je vais considérer que c'est surtout les pertes au niveau des freins qui sont les plus notables, et également au niveau du contact entre la roue et le sol. Tant que la roue ne glisse pas sur le sol, j'ai un système d'ABS qui continue à faire du roulement, il y a en fin de compte une très faible dissipation au niveau du contact pneu-route. L'essentiel se fait au sein même du système de freinage. Et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que mon système est globalement isolé. Donc le système que j'envisage, on va faire un petit peu comme en méca, on va bien l'identifier ce système. Donc ce système, c'est bien la voiture avec ses freins, que je vais considérer comme étant un système isolé. Et c'est si ce système est isolé, ben, ça veut dire qu'il ne peut pas échanger d'énergie avec l'extérieur, ce qui implique que son stock d'énergie totale est conservé. Ceci, c'est la première écriture du premier principe de la thermodynamique qui consiste à dire que pour un système isolé, la grandeur énergie, quelles que soient ses formes, est globalement une grandeur constante. Ce principe, parce que c'est pas démontré, hein, ce principe, on l'admet encore, même si de nombreux physiciens ont essayé de le démonter, ça n'aboutit pas dans les réflexions, donc on reste de nos jours toujours sur cette considération que pour un système isolé, l'énergie totale de ce système est constante. Ainsi, si on a un système isolé, énergie totale constante, ça veut dire que la variation de cette énergie totale est donc nulle entre l'état final et l'état initial. Bien. Or, qu'est-ce qu'on peut dire pour mon système ici? Ben, globalement, comme j'ai l'énergie totale qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie interne, j'ai donc la variation d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle étant égale à 0, ici j'en tiens pas compte, la variation d'énergie interne qui est égale à 0. Je vais faire une distinction, je vais découper mon système en isolant les freins. Donc je vais avoir d'un côté le delta U des freins, et de l'autre côté le delta U de la voiture sans frein. Et l'ensemble est égal à 0 en termes de variation. Or, on l'a dit tout à l'heure, la variation d'énergie interne d'un système monophasé, en plus de type solide, donc monophasé, c'est-à-dire qu'il ne change pas d'état, implique que c'est proportionnel à la variation de température. Donc dans ce cas-là, la capacité thermique, c'est la capacité thermique de la voiture, hors frein, et le delta T correspondant, c'est le delta T de la voiture hors frein. Donc nécessairement, si on fait l'hypothèse que la température reste relativement constante, pour la hors frein, on va avoir ceci qui vaut 0. En ce qui concerne les freins, c'est eux qui sont le siège d'une augmentation de température notable. Dans ce cas-là, je vais avoir M, la masse de tous les freins, fois la capacité thermique massique des freins, fois le delta T des freins. La variation d'énergie cinétique, bah, c'est pas compliqué, c'est toujours l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Le delta veut dire fin moins début. Il n'y a pas d'énergie cinétique à la fin puisqu'on est à l'arrêt. Il nous reste donc ici moins 1,5 de m, masse de la voiture, je crois que c'est un grand M dans le texte, fois la vitesse initiale au carré. En conclusion, il nous reste donc que moins 1,5 de la masse de la voiture fois la vitesse initiale au carré plus masse de tous les freins fois la capacité thermique massique des freins fois l'élévation de température des freins est donc égal à 0. À savoir que l'élévation de température des freins
est donc égal alors à 1/2 de grand M fois VI au carré divisé par M petit c. En d'autres termes, et c'est assez logique, hein, toute l'énergie cinétique qui est perdue ici, puisqu'elle reste au sein du système, doit profiter thermiquement parlant au système ou à une partie du système, et en l'occurrence ici au frein. Donc on se retrouve effectivement avec cette relation. Ainsi, ce premier principe de la thermo, notamment ici appliqué à un système isolé, il faut le voir comme la conservation de l'énergie mécanique étendue à l'ensemble des considérations thermiques pour laquelle on voit localement le système qui est modifié dans sa structure. Donc, de manière générale, on pourra dire le système qui voit effectivement ses paramètres d'état, température ou pression, etc., changer à cause d'une interaction effectivement interne de type mécanique. Dans une prochaine vidéo, je traiterai le cas de l'échange.